Bonjour et bienvenue sur Côté Canap, le podcast où l'on prend le temps de s'asseoir et de discuter de sujets qui comptent en toute simplicité. Aujourd'hui, on met les pieds sous la table, ou plutôt sur le canapé, pour parler de nutrition. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Franciane Lison, diététicienne passionnée basée à Quevaucamp. Franciane est une spécialiste dans l'approche cétogène et low carb. Elle est aussi forte d'une riche expérience de 20 ans comme diététicienne dans un hôpital du côté de Bruxelles. Ce qui rend son témoignage si précieux, elle ne fait pas que prescrire. Elle a expérimenté sur elle-même toutes les méthodes qu'elle partage avec ses patients. Dans cet épisode, elle va démystifier pour nous le low carb et le cétogène, partager le constat alarmant qu'elle fait sur l'obésité qui s'accentue et touche les populations de plus en plus jeunes. Et enfin, nous donner son avis éclairé sur les nouvelles générations de médicaments pour la perte de poids. Préparez-vous à une discussion riche en enseignements et en expériences personnelles. Installez-vous confortablement, on est bien sur Côté Canap, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Aujourd'hui, on va rencontrer Franciane Lison, qui est diététicienne et qui va nous raconter un petit peu son parcours et le pourquoi elle s'est lancée dans cette aventure de la diététique. Quelle est ton approche de ce métier? Voir un petit peu ce qui t'anime. Bonjour. Raconte-moi un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis diététicienne maintenant depuis près de 20 ans. Je suis aussi maman d'une petite fille de 6 ans et demi. Et alors, pourquoi je me suis lancée dans cette grande aventure? Ça remonte maintenant. Je pense que c'est à l'époque parce que mon papa s'intéressait très fort à tout ça. Il était devenu diabétique. Et donc à la maison, on avait beaucoup de produits. C'était la mode dans les années 90, enfin c'était le début plutôt dans les années, c'est toujours la mode, dans les années 90, de tout ce qui était produits édulcorés, light et compagnie. Et donc j'ai baigné là-dedans dans mon enfance. Et on peut pas dire que ça ait beaucoup aidé mon papa, qui a fini par avoir des opérations du cœur, et il est mort quand j'avais 17 ans. Et donc je pense que ça a dû lancer l'un dans l'autre l'envie de pouvoir changer les choses. Et donc j'ai commencé les études à Bruxelles. À la base, je viens de Tournai. Et C'est donc un peu une histoire familiale qui t'a inspiré pour tes études, toi? oui, je pense, oui. La diététique, pourquoi plus que par exemple la médecine dans ce cas-ci? La médecine me parlait beaucoup, mais je pense que j'étais réaliste, c'est compliqué, donc moi je viens d'une famille d'enseignants. Et donc c'est plus un baccalauréat que tu as dû faire pour alors ces études-là? oui, je pense qu'à l'époque c'était même encore un graduat et que c'est devenu un baccalauréat entre les deux, mais ça change pas grand-chose. Et donc oui, j'ai fait ça en 3 ans à Bruxelles. Ok. Et donc tu es diététicienne ici dans la région de Quevaucamp à ton compte, et tu es aussi, je pense, sur Tournai, sur Bruxelles, pardon. Oui. Alors donc pendant 20 ans j'ai habité à Bruxelles et travaillé à Bruxelles. Et depuis 2 ans j'ai déménagé dans la région. Donc oui, j'essaye de me lancer ici parce que les trajets sur Bruxelles c'est compliqué quand même. Enfin c'est pas que c'est compliqué, mais c'est long. Donc oui, j'essaye quand même de revenir plus dans la région. Et quelle est ton approche de la diététique? Est-ce que toi tu cibles une clientèle particulière? C'est tout venant, c'est donc tout le monde. Depuis que je travaille, j'ai eu aussi bien des nourrissons que des personnes de 98 ans. Donc c'est tout le monde, des sportifs, des personnes qui ont des pathologies. Après moi je travaille à l'hôpital, mais je ne suis pas salariée de l'hôpital, donc je travaille dans la consultation, et c'est majoritairement des gens quand même qui viennent pour perdre du poids, même si il peut aussi avoir des allergies, les diabètes aussi, mais c'est plus ils sont plus orientés vers des personnes qui sont dans des conventions de diabète. Donc ils sont pas forcément chez moi à l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital, oui, c'est tout le monde. Tu as plutôt des personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires, de surpoids, ou alors des gens qui ont des maladies? Alors en grande majorité, c'est le surpoids. Troubles alimentaires, ça arrive, c'est pas le plus fréquent, mais ça arrive quand même. Et maladies, alors oui, maladie connue, ou alors on essaye aussi, alors c'est pas mon rôle, moi je suis pas médecin, mais avec toutes les questions, on voit avec le médecin aussi, on voit se dessiner des Est-ce que choses. Dans ton approche, tu as une spécificité? Je veux dire, pour la perte de poids, tu t'es spécialisée dans une technique particulière? Alors moi depuis 1 an, un peu plus d'1 an même, je fais l'alimentation cétogène, low carb aussi, donc low carb pauvre en sucre, et l'anti-inflammatoire, donc je me suis totalement spécialisée là-dedans, parce qu'au vu de mon parcours, j'ai bien réalisé que c'était vraiment les approches qui me parlaient le mieux et qui fonctionnaient le mieux.
Et c'est quoi exactement pour ceux qui Alors dans l'idée du low carb, et de surcroît ça va sur l'anti-inflammatoire, on est dans l'idée de commencer à revoir ses quantités de féculents, de sucre ajouté évidemment, mais de féculents, revoir aussi tout ce qui est les graisses qui sont utilisées pour cuisiner, dans tout ce qu'on mange et qui est industriel. Et alors le cétogène, c'est la version encore plus avancée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de sucre dans l'alimentation, il n'y a plus de céréales, donc il n'y a plus de féculents, il y a évidemment pas de sucre ajouté, il y a plus de fruits, ou en été vraiment très peu, plutôt des fruits rouges très peu sucrés, et il y a même beaucoup de légumes aussi qui passent à la trappe parce qu'on est dans l'idée alors de manger beaucoup plus gras, et le corps commence à fonctionner sur les graisses, sur le principe de la cétose et non plus sur le sucre. Donc là... C'est assez restrictif quand même comme... Alors c'est restrictif par rapport aux féculents maintenant, par rapport à cette classe d'aliments. Maintenant dans les autres, ça permet justement d'avoir une beaucoup plus large palette alimentaire de ce qu'on fait d'habitude en fait. Ouais. Est-ce que ça, le cétogène, tu le proposes à tout le monde ou alors c'est pour une certaine patientèle? Alors non, moi je le propose pas d'entrée de jeu, pas du tout, mais par contre le low carb, oui, d'office. De toute façon, dans la diététique de manière générale, on revoit depuis des années, on sait que le féculent pose problème, mais je trouve que dans l'approche générale, on est encore trop à dire que c'est important, qu'il en faut à chaque repas. Et moi, je le vois plus du tout comme ça. C'est vraiment un équilibre sur justement les bonnes graisses, un bon apport en micronutriments, en vitamines, en minéraux, et l'alimentation cétogène. Non, ça c'est vraiment quand les patients m'en parlent, ou certains qui sont prêts et qui peuvent, se le permettre aussi. C'est une démarche qui est compliquée. Tu disais aussi que tu fais une diététique pour les maladies anti-inflammatoires, ça veut dire quoi? Alors c'est dans la même idée, c'est qu'on sait que les sucres, l'alimentation industrielle fait souvent des pics d'insuline, qui est pro-inflammatoire, et donc il y a plein de pathologies qui peuvent être améliorées au niveau des symptômes, ou même qui peuvent régresser, voire vraiment bien changer. Comme par exemple pathologie, tu peux voir que ce régime-là peut améliorer au niveau des troubles? Alors vraiment beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui est inflammatoire de l'intestin, des maladies auto-immunes de la thyroïde. Alors c'est une approche qui est vraiment à envisager quand il y a une maladie auto-immune, voire même un diabète de type 2, c'est vraiment important de pouvoir manier le low carb. Le cétogène à voir avec la personne, à voir, c'est vraiment au cas par cas. Donc c'est un peu une approche pour une aide au complément des médicaments, ou peut-être justement en remplacement des médicaments pour quelqu'un qui souffre comme ça d'inflammation intestinale, au lieu de dire je vais prendre des médicaments pour réduire. Alors, non, en remplacement, ça c'est à voir vraiment avec le médecin, c'est le médecin qui voit. Maintenant, le fait de se permettre de diminuer, ça diminue en général les symptômes, et donc oui, il y a dans certains cas des médicaments avec l'accord du médecin qui peuvent être revus. J'avais lu qu'ici, en 2025, il y avait une projection mondiale qui disait qu'au niveau des tendances, on estime que 2,7 milliards de la population adulte pourrait être en surpoids, voire en situation d'obésité d'ici la fin de cette année. Toi qui as 20 ans d'expérience dans ton domaine, est-ce que ce phénomène d'obésité, tu le rencontres de plus en plus? Ou alors, tu trouves qu'au niveau patientèle, ça s'équilibre? Non, je le vois vraiment de plus en plus ces dernières années, et surtout chez les jeunes. Oui. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de jeunes de 13. J'ai eu, il y a un mois, je pense, une petite jeune de 13 ans qui avait déjà un foie gras, une stéatose hépatique et un début de diabète. Donc oui, je le vois, mais énormément, vraiment ces dernières années. La cause à quoi? Post-Covid aussi. Le type, Alors post-Covid, ça a changé beaucoup. Donc dans les années qui ont suivi, puisqu'on est déjà 5-6 ans maintenant. Donc oui, tout le monde a beaucoup souffert, effectivement, mangé différemment, a moins bougé, et donc oui, ça a eu une répercussion sur... je pense. Alors il n'y a pas que ça, il y a... Consommation qui est différente peut-être. Voilà, oui, on voit la nourriture. Alors ici, je le vois pas parce que je vois pas trop les écoles dans le coin, mais à Bruxelles, c'est fréquent de voir des enfants qui sont déjà dans la poussette avec des paquets de chips et des Capri Sun, ou tous les jeunes, alors c'est rare qu'il y ait des cantines à Bruxelles, et donc les jeunes, 14-15 ans, ils sont dans la rue à se partager un paquet de chips et à boire des sodas à midi. Donc oui, d'office, ça... Est-ce que toi, avec ton regard, tu penses qu'au niveau des écoles, il n'y a pas encore suffisamment d'alerte ou de signalement pour que mieux manger soit au cœur des discussions et de l'éducation des enfants? Alors je pense qu'ils mettent des programmes en place. Après c'est compliqué parce que ça ne se passe pas effectivement que à l'école. Et puis même s'il y a une volonté de mieux faire, il y a parfois une méconnaissance quand même du sucre. Et de où il est, donc en voulant bien faire, parfois on n'est quand même pas complètement là où... Est-ce que c'est ça que tu apprends aussi aux gens, à
trouver où se trouve le sucre, parce qu'on se rend pas toujours compte, comme tu parles ici des chips, on se dit c'est salé, c'est pas sucré, et pour autant si on regarde un peu les comptes. Alors je parle même pas du sucre ajouté, je parle du fait que la pomme de terre c'est, là en l'occurrence une tubercule, et c'est du sucre. Donc ce sont des glucides, ça devient du pur glucose dans le sang, ça fait des pics d'insuline, et tac 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 tac. Donc c'est ça, et c'est cette méconnaissance de se dire, bah oui, les pâtes, le pain, le riz, c'est du sucre. Il y a le sucre ajouté, mais celui-là, c'est du sucre naturel dont on vante les vertus, mais voilà, chaque personne va... Il y a l'activité physique, il y a la génétique, et chaque personne a un seuil en fait différent, et c'est ça qu'il faut chercher. Et quand on vient te voir comme ça pour un suivi diététique, à quoi on peut s'attendre en fait? Qu'est-ce que tu proposes dans ton approche? Alors ici, moi je demande toujours aux personnes pourquoi elles sont venues, parce qu'effectivement ça peut être d'autres raisons que le poids. S'ils ont des prises de sang, ça peut toujours être intéressant parce que là je peux déjà voir si on a regardé tout ce qui était de l'ordre de la glycémie, de la thyroïde, du foie, donc ça c'est très très important pour moi pour décortiquer. S'il n'y a pas, je demande quand même s'ils peuvent avec leur médecin faire une prise de sang pour les fois d'après. Et puis l'idée c'est de voir un petit l'historique et de voir comment la personne mange, parce qu'elle fait ses courses et comment elle mange. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des clients qui auraient peur de dire la vérité aussi? Il y en a bien sûr, clairement. Après moi, il y a parfois des gens qui me disent mais je vous confesse, je vous le dis, mais je dis moi il n'y a pas de problème, je pars du principe qu'on ne manque à soi-même, donc moi je suis là pour vous aider. Et après, je vais par exemple parler dans mon cas. Comment tu arrives à motiver sur le long terme les patients qui viennent te voir? Souvent un régime au début, on est plein de volonté, on s'y met à fond, cuisine, etc. Ensuite on trouve plus le temps, parfois on a une vie sociale très intense et on n'arrive pas toujours à dire non. Comment tu motives un patient qui est sur le point de flancher en se disant mais la vie sociale dans la balance, c'est compliqué? Alors déjà, je retire la notion de régime, qui est vraiment horrible. Ou alors parlons de régime alimentaire comme le régime alimentaire d'un animal, mais non, le mot régime me pose problème parce que c'est quelque chose de désagréable qu'on fait sur le court terme, donc non. Et en fait, moi, depuis un an et demi que je fais la démarche du cétogène low carb, j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas une histoire de poids. C'est une histoire de santé, et en fait, quand on prend conscience que c'est à n'importe quel âge, mais plus on avance, plus il est vraiment temps de s'y mettre, qu'on doit vraiment faire attention à ne pas abîmer sa santé future, à se régénérer, à faire attention à ses premiers symptômes, parce que plus tard, il y a des risques de diabète. Alors voilà, il y a les âges, il y a beaucoup de choses, mais il y a, toutes les risques de pathologie, tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, même s'il y a d'autres causes aussi que l'alimentation, ça en fait partie aussi. Et donc, j'insiste bien sur penser à votre futur parce que vous êtes en train de le construire. Et une fois qu'on arrive à comprendre que la démarche n'est pas le poids, que le poids n'est qu'un symptôme d'un autre problème, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans cette démarche où on commence à prendre conscience de ce qu'on fait, du fait qu'on s'empoisonne avec certaines habitudes, certains aliments, c'est plus facile. Est-ce que je pense que ça doit être quand même difficile de passer cette étape du poids quand on souffre d'obésité, malgré tout, le regard des autres est compliqué. Donc même si effectivement il y a la santé, je pense que dans un premier temps, les gens qui viennent te voir vont avoir envie que leur corps change. Alors il y a les deux, c'est-à-dire que moi j'ai de plus en plus de personnes qui font des régimes depuis peu, parfois, l'adolescence, et qui ont 50 et qui savent très bien, à force d'avoir essayé tous les régimes qui existaient, et ça je leur explique beaucoup aussi, c'est ces régimes, c'est tous ces types de régimes qui ont finalement affaibli le corps parce qu'il y a eu des manques, et ça explique toute la trame qui s'est mise après. Et donc quand on a ces discussions pour vraiment comprendre les enjeux, et puis ces personnes qui ont tout ce recul comprennent bien que c'est plus leur problème principal. En fait, leur problème principal, c'est d'être en bonne santé. Et quand on arrive à faire pivoter ça, il n'y a plus ce problème du poids, parce qu'on arrive à comprendre que le problème est ailleurs. Ça soulage un mal, un autre. Par exemple, il y a des gens qui mangent par tristesse, mais il arrive. Moi, par exemple, j'en fais partie. Je sais que si j'ai une journée compliquée, ça va me faire du bien d'avoir un petit apéro, d'avoir un petit chips, un petit verre, qui est mal, parce que je vais bousiller tout ce que j'aurais fait de ma journée, d'avoir préparé des bons petits plats, etc. Mais ça va me récompenser, entre guillemets, d'une journée difficile moralement. Comment tu contres ce moment de plaisir? J'aurais tendance à dire que moi je suis comme tout le monde,
monde, hein, donc c'est justement, alors pourquoi j'en suis venue à développer toute cette façon de travailler, j'en suis venue moi au cétogène, parce que moi depuis plus d'1 an maintenant je mange cétogène. C'est pas parce que j'avais des problèmes de poids, hein, c'est parce que j'ai vu des symptômes plutôt à mon avis de préménopause arriver sans qu'aucun médecin ou quoi ne m'aiguille. Voilà, donc à force j'ai fini par me rendre compte de ça. Je me suis lancée dans cette aventure et moi avant tout ça j'étais quelqu'un qui mangeait énormément de sucre. Alors pas de sucre de mauvais sucre, hein, même si j'étais une grande fanat de gâteaux. Je mangeais aussi beaucoup de figues, de dattes, de sucre naturel, hein, sucre de coco et compagnie. J'en mangeais vraiment beaucoup plus que la moyenne. Je ne prenais pas de poids. Voilà. Mais je me suis rendu compte, en fait, avec ça, toute cette démarche, je me suis rendu compte, oui, effectivement, que ça abîmait le cerveau, ceci, cela, et donc je me suis lancée dans cette démarche. Et en mangeant cétogène, eh bien, j'ai pu prendre conscience qu'il n'y avait plus aucun problème avec ça. C'est-à-dire que moi, depuis plus d'1 an que je fais cette démarche, on peut me mettre mon gâteau préféré à côté de moi, j'en ai plus rien à faire. Je sais, pour l'avoir testé, pour avoir aussi vu, évidemment, chez des patients, et puis pour tous les témoignages que j'ai écoutés pendant que je me suis formée, que cette alimentation, en fait, elle permet de réguler la glycémie. Alors, je parle du cétogène, mais dans le low carb, on a déjà aussi une base on a déjà cette approche. Ça permet déjà de réguler les niveaux d'insuline. Dans le cétogène, vraiment, là, c'est très très fort. Et comme il n'y a pas de pic d'insuline, il n'y a plus. Donc, il n'y a plus ce besoin de réconfort majoritairement. Après, bon, il y a toujours le cycle hormonal chez la femme, et donc on peut toujours avoir plus ou moins des fluctuations. Oui, beaucoup. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Et alors, si maintenant on craque, est-ce que c'est grave dans ce style alimentaire-là? D'avoir un craquage de sucre dans le moment où on essaye de l'arrêter ou de le diminuer. Dans le low carb, moi je pars du principe que ça ne l'est jamais de toute façon, puisque si c'est ponctuel, ça n'influence pas. Maintenant, dans le cétogène, si on se met à manger beaucoup de sucre, on va pas être bien. Parce que le corps n'est plus habitué à envoyer autant d'insuline. Donc, qu'est-ce que ça provoque de retirer comme ça le sucre? Est-ce que le sucre est un peu comme une drogue finalement? Alors, le sucre ajouté, oui, complètement. Après, les féculents de manière générale, quand on en mange beaucoup, oui. Ouais. Ça fait, c'est des pics de glycémie avec le glucose, donc oui. Qu'est-ce qu'on peut constater comme bien-être quand on arrête ça? Alors, donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre, et c'est là qu'il y a l'erreur de tous les régimes, hein, c'est quand on diminue le sucre, quand on commence à faire attention à ça, on doit manger plus gras et de meilleure qualité. Okay. Donc on commence à bien sélectionner les produits animaux. Donc voilà, c'est parfois des longs chemins pour des personnes qui sont véganes ou végétariennes et qui ont vu leur santé décliner après 10-15 ans. Alors je dis pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens chez qui, alors pour le véganisme c'est un autre sujet, mais pour le végétarisme il y a des gens qui arrivent à très bien gérer ça. Il y a des génétiques, il y a des histoires, il y a des parcours et tout le monde est différent. Donc c'est vraiment, quand on diminue le sucre et qu'on commence à augmenter le bon gras, ben on a une satiété naturelle. C'est-à-dire qu'on n'a plus, voilà, on mange à satiété, on mange du gras et on n'a plus de pic. Et donc on fait la journée sans être obnubilé par il y a le paquet de biscuits, il y a le chocolat, il y a tel... Non, il n'y a plus de problème. Donc le cétogène, c'est le gras plus que les protéines. Ah, oui, c'est le gras qui domine. Parce qu'il y a eu à un moment donné une mode du régime Dukan. Oui, là on était dans un maigre. Là c'est catastrophique parce que ça peut refaire d'autres problèmes métaboliques. C'est déjà une première approche, mais le problème c'était qu'il n'y avait pas ce gras qui doit remonter. Parce que là il y avait quand même un problème au niveau des reins aussi. Alors oui, dans un hyperprotéiné sans compensation de gras, oui, c'est trop difficile pour les reins. Et ce qui n'est pas le cas avec le cétogène. Trop de gras ne nuit pas? On pourrait se demander de manger du gras alors qu'on veut en perdre, ça apparaît un peu bizarre. Alors oui. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi, il faut voir entre le low carb et le cétogène, hein, mais dans un cétogène, on apprend au corps à utiliser ses propres graisses en fait. Donc il va carburer sur ce modèle-là, il l'utilise. Et il y a vraiment une satiété malgré tout, il n'y a pas, comme on utilise ses propres graisses, il n'y a pas ce sentiment de faim qui nous vient. Dans un cétogène, alors un cétogène bien fait, hein. Il y a des gens qui vont se lancer là-dedans tout seuls, qui pensent avoir les bonnes quantités, c'est pas du tout le cas. Et là, voilà, moi j'en ai plein des patients qui ont testé ça il y a plusieurs années parce que ça avait été un petit peu mis en avant et qui l'ont pas fait de manière adéquate. Et pour eux, c'est un échec, mais ils ont fait de l'hyperprotéiné maigre et donc ça ne fonctionne pas. Dans un cétogène bien mis, c'est pas possible, on peut plus manger. On a une vraie satiété. La satiété qui fait qu'on ne sait plus manger. Ce qui n'est pas le cas avec l'alimentation occidentale où on va manger une pizza et tout d'un coup on a envie d'une dame blanche en dessert parce que pas de
problème, hein. Même si on avait plus faim avec la pizza, ça repasse très bien. Ça n'existe pas en alimentation cétogène, c'est pas possible. Et tu dis en alimentation occidentale, pourquoi ici le cétogène, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs? Non, pas du tout, mais je voulais dire de manière classique dans l'alimentation occidentale. Donc on redécouvre finalement son estomac, sa capacité à manger grâce à ce système. Là, ça doit être assez surprenant, et effectivement, comme tu dis. Après, il faut que le corps s'habitue, et ça, c'est pas si facile que ça dans le cétogène. Il faut combien de temps quand on commence un régime, enfin pas un régime, mais un rééquilibrage, pour que son corps accepte ce genre de choses et ne pas ressentir par exemple le manque du sucre? Alors, si c'est dans le low carb, là, on est entre les deux, donc déjà, les gens en général se sentent très vite mieux, parce que déjà, le fait de diminuer le sucre, les féculents, on perd vite déjà 3-4 kilos d'eau, en fait. C'est toujours pareil, c'est le glycogène qui s'en va, enfin l'eau qui s'en va qui était associée. Et puis, très rapidement, on a la glycémie qui se régule et on a moins ça. Après, on peut vite retomber dedans, comme tu disais, on est vite clac, clac, clac. Donc après, c'est tout le temps, effectivement, se rappeler, c'est malheureux, mais c'est souvent aussi des stress de santé qui font que là, on y va. Ah oui. Là, tout d'un coup, on prend la mesure de la gravité et on y va. Donc c'est plus facile, entre guillemets, de s'y mettre quand il y a une conscience que la santé est en jeu. Ouais, en fait. Voilà, c'est plus facile. Et c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se mettent au cétogène, parce que il y avait, alors ça peut être aussi pour traiter des gros problèmes de santé, pas les traiter, mais accompagner la démarche, évidemment. Donc oui, bien sûr. Mais donc voilà, dans l'alimentation low carb, on a déjà très vite ce confort. Après, ça peut être vite reparti, clac. Parce que un peu le cerveau, il est... Pour tout ce qui est rééquilibrage, je vais peut-être parler plus pour moi, mais je sais suivre une diététique comme ça pendant 3 mois, et ensuite mon cerveau va me dire mais à quoi bon? Je rate quelque chose dans ma vie privée, parce qu'il y a les sorties, les restaurants, et j'ai beaucoup de frustration à dire non. Et donc mon cerveau il va me dire oui mais bon allez, on va se faire plaisir un peu, et une fois que je craque, la porte elle est ouverte et c'est très compliqué de la refermer. Bien sûr, c'est toujours le cas, c'est pour ça que quand il y a un enjeu, on est remis tout le temps au fait, et que sans cet enjeu, oui ça demande effectivement une autodiscipline qui est très difficile à avoir pour la plupart d'entre nous, oui. Est-ce que toi tu proposes dans ta diététique des suivis comme ça, un peu comme des coachings? C'est très aléatoire, il y a des gens qui reviennent et que je vois depuis des années, effectivement, puis il y a des gens, ils ont compris, on ne les revoit plus, donc ça c'est très personnel en fonction des gens. Tu t'adaptes un peu en fonction des gens Oui, c'est eux en fonction de leurs demandes. Du reste, maintenant j'essaye de me remettre sur les réseaux sociaux et de partager, parce que je pense que on est tous pareils, quand on lit des trucs, on se rappelle que... Et donc parfois, c'est ce genre de choses, effectivement. Toi, tu es diplômée dans ton métier. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui font un peu coach diététique sans vraiment avoir des formations? Je vais parler par exemple des nutrition coach, etc. On voit beaucoup ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Que ce sont des réelles formations? Est-ce que tu as déjà un petit peu regardé ce qu'ils proposaient? Alors oui, bien sûr, quelques-uns. Après, je pense qu'il y en a qui ont vraiment compris des choses et qui... sont des personnes très autodidactes qui font du très bon travail, comme il y a des professionnels qui font du très mauvais travail. Donc je pense que je pense que c'est pas toujours le bagage appris qui fait que non, je pense qu'il y a des gens qui font du bon travail. Et toi, dans ta démarche, tu testes les choses un peu sur toi, d'après ce que tu dis, avant un peu de te lancer sur le cétogène. Donc c'est vraiment quelque chose que d'abord tu as testé sur toi, bien sûr. Et puis après tu t'es dit oui, ça fonctionne bien. Comment ça a fonctionné pour toi au début? Ça a été dur. Pour moi, ça a été dur. Après, moi, je réfléchis beaucoup. Je suis toujours à très fort paramétrer pour moi. Et donc, dans le cétogène, c'est pas juste une histoire de manger, de retirer les sucres et de manger plus de gras. Il y a aussi l'apport en sel, il y a l'apport en potassium. Il faut acquérir des connaissances. Et donc, au début, on peut ne pas être bien. Ça peut être compliqué. Et donc, oui, pour moi, ça n'a pas été facile. Mais il y a des personnes que je suis et pour qui il n'y a aucun problème. C'est très, très aléatoire. On peut peut-être revenir sur le côté cétogène et les graisses que tu dis. À quoi on doit s'attendre quand tu parles de graisse? Déjà manger plus gras, donc ça c'est ce que j'apprends aux gens, donc on est toujours sur le fameux blanc de poulet. Alors en fait non, le blanc de poulet c'est vraiment le morceau le moins intéressant, c'est manger la cuisse, c'est manger les ailes, c'est manger, si on doit manger du bœuf, c'est manger l'entrecôte, c'est manger là où il y a le plus de gras, c'est remanger, si on mange du porc avec des morceaux gras. Alors dans l'alimentation cétogène, il y a plusieurs façons de faire le cétogène aussi, Donc là ça
devient compliqué, mais il y a plusieurs façons de le faire courant. Moi, dans ce que je propose, alors si on est vraiment dans le cétogène, c'est qu'on va ajouter du gras, c'est-à-dire qu'on va même ajouter du beurre, on va ajouter ou du beurre clarifié, le ghee, on va ajouter des crèmes fraîches. Tout, en fait, c'est un virage à 180 par rapport à ce qu'on a toujours expliqué. Donc moi, quand je me suis formée à ça, c'était tout l'inverse de ce que j'avais dit pendant des années. Et au niveau légumes alors? Alors les légumes, c'est déjà les légumes de saison et locales. Et alors ce que j'explique bien, c'est que les légumes, là on va vers des saisons où il y en a de moins en moins, même s'il y a les légumes de conservation. Donc manger des tomates en plein hiver, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est déjà cette première logique. Pour ce qui est après des légumes dans le cétogène, c'est particulier. Il y en a que quelques-uns. Alors on va me dire oui, les fibres, sans les fibres. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, le cétogène. C'est-à-dire que ça refait profondément le microbiote. Et chez plein de personnes, en fait, diminuer les fibres donne un énorme confort intestinal. Il y a aussi tout cet aspect, ces modes de commencer à manger complet, le riz complet, les pâtes complètes. La plupart du temps, non, c'est pas une bonne idée. Alors oui, ça donne une satiété quand on mange beaucoup donc pour cet aspect-là, oui, mais il faut savoir que les fibres peuvent être irritantes chez beaucoup de personnes. Et par exemple, tout ce qui est les gens qui souffrent de maladies de Crohn ou ce genre de choses, le cétogène est plutôt conseillé alors? Oui, parce que justement, ça libère au niveau des fibres. On est plus sur les produits animaux, alors encore plus sur les produits, sur les viandes qui en général sont très bien tolérées, viandes grasses, sont très bien tolérées par l'intestin. Ce qui n'est pas le cas des végétaux. C'est assez surprenant. À l'heure actuelle, on est quand même aussi dans une ère du vegan, du végétarien. Comment ça se passe si tu as une cliente ou un client qui vient et qui dit mais moi je mange pas d'animaux, je suis intéressée par votre démarche, mais c'est pas au niveau des convictions, c'est pas possible. Pour le végétarisme, j'ai les deux. Donc moi j'explique toujours donc la démarche par rapport au low carb à ce moment-là. Et alors ça dépend. Il y a des personnes qui entendent bien et qui étaient sur le fait qu'elles vont souvent elles sont là parce que des années ont déminéralisé. Il y a de plus en plus de problèmes. Et donc il y en a qui entendent et qui réessayent certains produits, des œufs, le poisson, et qui sont. Et puis il y en a non, c'est pas possible. Et alors je m'adapte par rapport. S'il y a les œufs, c'est quand même déjà bien. Alors ça dépend la démarche, ça dépend la personne, ça dépend où elle en est, ça dépend de beaucoup de critères. Maintenant, pour certaines, si elles tolèrent les œufs, ce qui n'est pas toujours non plus le cas, ça peut quand même être intéressant, ou du moins le jaune. C'est à voir, mais si pas, je fais avec ce que la personne a avec son bagage. Maintenant, je lui ai dit l'information. Et pour le véganisme, par contre, là, je pense que sur le long terme, en général, il y a d'office des problèmes, puisque c'est pas possible, en fait, on peut pas être végane. Dans les rééquilibrages que tu proposes, est-ce que les gens vont devoir prendre des compléments alimentaires? Moi, je conseille souvent de revoir le taux de vitamine D, parce que les normes sont déjà très basses, pour la marge inférieure, et dès qu'on est proche de la marge inférieure, souvent le médecin va pas trop se stresser, mais on sait, il y a quand même beaucoup de chercheurs et de médecins qui se penchent là-dessus et qui savent qu'avoir un très bon taux de vitamine D est important. Qui plus est, la première source de vitamine D, c'est le soleil, et qui peut encore se permettre d'être au soleil tous les jours comme il faudrait, voir le lever de soleil pour vraiment bien synthétiser? Plus personne. Donc la plupart du temps, je conseille quand même un complément de vitamine D qui coûte rien du tout. Et alors selon les profils, selon où ils en sont, parfois des formes de magnésium qui sont intéressantes, parce qu'on en manque aussi de plus en plus. Mais ça, je pense que c'est général, même sans. Voilà. En dehors de ça, non. Rééquilibrage. Ok, il faut rien de plus. C'est vrai que par exemple dans un régime pur protéines, il y a beaucoup de carences, donc il est toujours conseillé de prendre d'autres choses. C'est pas le cas en tout cas pour. Alors ça va dépendre aussi de la prise de sang, de tout ça. Il y a des personnes chez qui un complément en zinc, en sélénium. C'est pour ça que tu préconises aussi une prise de sang dans ta démarche pour. Alors donc voilà, oui, ça passe par le généraliste. C'est pas moi qui le fais, mais oui, je trouve que c'est mieux d'avoir quand même un regard, parce que le problème aussi, c'est que les prises de sang sont souvent beaucoup trop faibles ici. En tout cas en Belgique, en France aussi je pense, on ne demande pas énormément de paramètres. Par exemple, moi j'ai encore eu il y a 2 semaines un monsieur d'une 54 ans qui faisait des prises de sang depuis 15 ans, tous les ans à date régulière, et à chaque fois sa glycémie était normale. Et puis cette année, il y a 3 mois, il est devenu diabétique. Il dit je ne comprends pas. Ça fait 15 ans que tout va bien. Eh bien oui, ce qui se passe, c'est que dans sa prise de sang, on ne dosait que sa glycémie et on ne va pas chercher s'il y a une résistance à l'insuline. Et donc, je pense que, il y a prise de sang où on se dit tout va bien, mais en fait, elle n'était pas si complète que ça, la prise de sang. Il n'y a pas énormément de paramètres. En Amérique, ils font des prises de sang parfois avec 700 paramètres, si pas plus. Alors, ça a un coût aussi. Ah oui, ça, bien sûr. Oui. Est-ce que ça a un intérêt d'aller aussi loin ?
Je ne pense pas, déjà, faut comprendre tous ces paramètres. Maintenant, je pense que parfois, il n'y a pas assez de paramètres qui sont dosés. Maintenant, c'est pas que les médecins ne veulent pas, c'est que c'est compliqué aussi, ces histoires pour la thyroïde, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, La thyroïde aussi, on passe souvent à côté. Ils ne dosent que la TSH et, si le foie ne métabolise pas bien la T4, on ne voit pas qu'il y a un problème et tout va bien. Non, ça peut ne pas aller. C'est quand il est un peu trop tard qu'on s'en rend compte au final. Je pense qu'il est jamais trop tard, mais en tout cas, voilà, il y a déjà plein de symptômes qui sont arrivés. Ça demande plus d'énergie là où souvent on commence à en avoir de moins en moins, et donc c'est ça qui est dommage. Et quand quelqu'un arrive comme ça avec un prédiabète ou autre, est-ce que est-ce qu'il y a moyen de résorber par l'alimentation Oui, tout à fait. Bien sûr. Vraiment? Ouais. C'est fou. Et la thyroïde, par contre, ça c'est... Alors la thyroïde, ça va demander de bien renutrir son corps, parce que c'est souvent aussi un appauvrissement, justement. Au niveau du sélénium, l'iode, c'est une catastrophe ici, parce qu'on ne mange plus assez de poissons, parce qu'on ne mange plus des produits laitiers de bonne qualité, parce qu'on ne mange pas des œufs, et donc on n'a pas vraiment... Et le sel iodé, bien se dire que, déjà, on ne met pas des quantités de sel énormes, mais il est volatile, le sel, l'iode, pardon. Donc il n'y en a plus. Après 3 mois, il n'y a plus d'iode donc la plupart d'entre nous n'avons pas des bons statuts en iode, et la thyroïde se fatigue aussi. Donc oui, il faut vraiment repenser son alimentation par rapport à ça. Est-ce que dans ta patientèle, tu vois plus une certaine maladie se développer plus que d'autres? On voit de plus en plus de résistance à l'insuline, ça c'est quasi et ça, c'est à cause de quoi exactement? C'est qu'on mange trop de féculents. Ou trop de sucre, encore plus. Donc oui, bien sûr. Petit déjeuner sucré, comme on va le faire, le pain, la confiture, le fruit, le c'est un fruit qui est si... Et puis après en collation, des fruits parce que c'est bon. Et puis à midi, la grosse baguette avec des fruits. Et puis l'après-midi, des fruits. Et puis le soir, la grosse portion de pâtes avec de nouveau. Et donc oui, ça fait... à chaque fois, et donc on s'en rend pas compte, on a l'impression de bien manger. Non, c'est beaucoup trop. D'accord. La plupart d'entre nous, on sommes sédentaires en plus, donc on l'utilise même pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que le corps ne sait plus faire face à ces doses massives de sucre, et le foie, il trinque aussi, et on attrape des stéatoses non alcooliques, donc le foie qui devient gras. C'est pas le gras qui donne le foie gras, c'est le sucre. C'est fou, c'est une méconnaissance qu'on a, et on fait des raccourcis beaucoup sur ce qu'on pense connaître. Est-ce que tu as des anecdotes ou des fiertés par rapport à ton expérience de ces 20 ans? En tout cas, depuis ma démarche du cétogène et certaines personnes qui m'ont suivi là-dedans, je vois des personnes qui galéraient depuis des années avec un passif vraiment compliqué, qui en venaient parfois être en chaise roulante ou avec des cannes, qui ont vraiment eu des mieux-être, donc énormes de santé, des pertes de poids aussi qui vont vite là, puisque c'est des personnes qui avaient des poids quand même qui étaient facilement dans les 120, et donc ces personnes perdent assez facilement une fois qu'elles changent complètement de paradigme. J'ai déjà eu aussi il y a pas mal d'années un monsieur, il avait je pense début de la trentaine ou fin de la vingtaine, il était à plus de 200 kilos, c'est-à-dire que même la balance du travail n'était pas adaptée. Ça aussi, dans les hôpitaux, il faut revoir tout le matériel d'ailleurs souvent. Et ce monsieur, alors donc là on n'était même pas dans le cétogène, puisque là ça doit remonter à une dizaine d'années maintenant, s'y était mis, et d'ailleurs il n'arrivait même pas à venir, ça n'avait pas marché jusqu'à l'hôpital, et il venait en taxi, et il avait commencé à bien changer, et puis je l'ai revu, je revoyais qu'il marchait, donc il avait perdu. Après je l'ai plus vu parce que j'ai déménagé. Je pense que voilà. Ouais. Il y a des gros déclics, et puis c'est parti. Tu préconises une activité sportive aussi dans ton approche, ou alors c'est pas... Alors oui. Maintenant, il faut voir le cas de figure aussi. C'est une personne totalement épuisée, en burn-out. Il faut déjà retrouver l'énergie avant de pouvoir se permettre de faire du sport. Ça demande déjà parfois une fameuse démarche d'en arriver à avoir l'énergie pour. Et quand on a l'énergie pour, oui, bien sûr, il vaut mieux. À l'heure actuelle, sur le marché, j'imagine que tu en as entendu parler, il y a de plus en plus de médicaments, notamment un médicament qui est prescrit pour des diabétiques, qui est prescrit pour les personnes pour perdre du poids. C'est quelque chose, apparemment, aux États-Unis, il y a 8 à 10% de la population qui prend ce médicament pour perdre du poids. Il est maintenant sur le marché belge. Qu'est-ce que tu penses de ces médicaments pour aider à la perte de poids? En tout cas, depuis environ 1 an, effectivement, j'ai de plus en plus de médecins qui conseillent ça à leurs patients, et d'endocrinologues, sachant plus comment avancer, ils prescrivent ça à leurs patients. Alors j'en ai qui sont contents, j'en ai qui viennent me demander parce qu'ils ne veulent pas. C'est quelque chose qui est vraiment entré. Moi, j'ai vu comme ça une patiente perdre 9 kilos en 1 mois, elle était ravie. Après, moi, je lui disais, je m'emballerai pas, parce qu'en fait, sur ces 9 kilos, il y en a la moitié, c'est du muscle. Et c'est vraiment pas une bonne idée de perdre
du muscle. Qui plus est, c'est assez récent sur le marché. Il n'y a pas assez de recul. Il n'y a pas assez de recul. On force le corps à faire quelque chose. Si le corps s'adapte, mais le corps, il est intelligent. Il va toujours vers la vie, l'économie, il fait toujours du mieux qu'il peut. Et là, on le force à faire quelque chose alors qu'il avait mis des stratégies en place. Donc oui, il y a déjà des problèmes de plus en plus dans les pays où il y a du recul. Ils commencent à signaler quand même des problèmes sur le pancréas, sur la thyroïde. Et qui plus est, si on arrête ces injections, l'équilibre revient à la norme. Ça peut coûter très cher pour certains, mais moi je pense que ça fait des carnages parce que voilà, après cette dame qui était si contente, elle a plus pu avoir ses injections remboursées. Et là, le moral, c'est comme à chaque fois des échecs, c'est de nouveau un nouvel échec. Donc après, je pense qu'il y a quand même qui doivent probablement utiliser ça, certains médecins qui doivent faire ça avec des très petits dosages et peut-être que ça peut être intéressant. De nouveau, c'est au cas par cas, faut voir la personne, mais si elle est en état d'épuisement, voilà, et qu'en plus, parce que ça coupe l'appétit, donc quelqu'un qui est en état d'épuisement, à qui, hier encore, j'avais une dame effectivement, à qui son psychiatre avait recommandé ça, et cette dame était en burn-out, en état d'épuisement. Je dis, c'est pas une bonne idée, vous allez encore moins manger, vous allez encore moins apporter de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels, ça va être pire. Ça joue sur le moral, d'avoir ce sentiment de satiété, de ne pas avoir faim. Ah oui, ça fait tout, oui, mais je veux dire, ça joue sur le moral, surtout après, c'est ça que je veux dire, elle va se sentir mal. Mais oui, comme toujours, quand on est dans une démarche où on perd du poids, on se sent bien, mais là, à quel prix? C'est au prix de l'épuisement, mais c'est au cas par cas de nouveau. Après, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est parce que, comme tu le disais, ils ont déjà testé tellement de choses que c'est un peu vu comme le dernier moyen, le dernier espoir, à défaut de faire une opération, puisque il y a aussi ce parallèle, il y a cette possibilité, je pense c'est les bypass, que ça s'appelle. Alors moi j'ai travaillé pendant 6 ans dans un hôpital à accompagner ces personnes, et puis à un moment donné où, voyant vraiment l'envers du décor, je n'ai plus voulu travailler là-dedans, je ne voulais plus accompagner les personnes là-dedans, parce que c'est la même chose, on se trompe dans la démarche, on force le corps à quelque chose et il s'épuise. Après, moi j'avais des personnes qui avaient fait des bypass il y a 20 ans et qui étaient dans un état de santé qui était vraiment pas bon. Des personnes à qui on a fait un bypass ou une sleeve et qui reviennent 5 ans après pour refaire un bypass sur un bypass. Donc voilà, c'est très au cas par cas. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne. C'est souvent plus des personnes jeunes qui étaient en bonne santé. Non, aussi sur le long terme, mais de manière générale, on force le corps à quelque chose sans avoir écouté le pourquoi le poids était monté. Et ça, pour moi, c'est énervant. Souvent, dans le cas de prise de poids, c'est un facteur psychologique? Non, alors ça dépend, il y a tout. Ça peut être l'alimentation, ça peut être effectivement du stress qui fait qu'on mange plus, ça peut être la ménopause, la préménopause, ça peut être beaucoup de médicaments dans une enfance qui aurait abîmé un microbiote aussi. Ça a un énorme aussi rapport, l'intestin, donc beaucoup d'antibiotiques peuvent ne pas aider dans le futur. Il y a beaucoup de raisons maintenant. Et est-ce que les femmes ou les hommes sont plus enclins à une prise de poids? Qu'est-ce que tu remarques, toi? Alors moi, j'ai plus souvent des femmes que des hommes. Pas forcément qu'elles sont plus enclins, je pense qu'elles vont plus vite essayer de changer les choses aussi, là où les hommes vont... Il y a peut-être un lien avec le regard aussi, le regard des autres qui est peut-être plus développé sur la femme que sur l'homme. Oui, bien sûr. Après, ça commence aussi maintenant chez les jeunes. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes de 17, 18, 19, 20 qui viennent par eux-mêmes. Justement, tu parles des jeunes. Je constate que dans les jeunes, il y a quand même aussi une vague de jeunes qui veulent prendre soin d'eux, qui vont beaucoup plus à la salle de sport. Et donc, est-ce que toi, tu as justement des suivis comme ça diététiques de gens qui, dès le début, veulent une bonne hygiène alimentaire? Oui, ça, c'est justement plus les jeunes hommes qui sont comme ça. Ils sont mis dans une discipline sportive. Et soit ils veulent vraiment aller à fond dans leur démarche et demander à un professionnel, soit ils n'ont pas eu les effets escomptés et donc ils vont chercher de l'aide. Mais oui, il y a toujours eu, mais il y a plus que ça par le phénomène des salles. C'est bien dans l'ensemble, donc je trouve qu'il y en a justement qui prennent leur santé en main tôt. Après, faut voir avec l'excès de sport aussi, parce que faut que les articulations... oui, bien sûr, ça peut aussi... Après, c'est pas la pire. Non, mais effectivement, tout ce qui est extrême... Alors, faut voir sur les articulations. Pourquoi il faudrait venir te voir, toi?
Qu'est-ce que tu voudrais apporter comme démarche pour les gens qui nous écoutent? Pas justement cette connaissance sur cette démarche low carb, parce que c'est méconnu. Je pense que beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils sont juste dans la privation du sucre, la restriction, sans avoir augmenté ce qu'il fallait, donc ils passent à côté. Et quand on a bien compris ça, ben voilà, ça permet d'aller dans la démarche, d'avancer et de ne pas revenir en arrière. Merci beaucoup pour Merci à ton toi. conseil et ton retour. C'était très enrichissant. Merci. Notre conversation sur Côté Canap avec l'experte Franciane Lison s'achève ici. Franciane, un immense merci d'avoir partagé ton savoir et ta transparence. Ton approche où l'on expérimente avant de conseiller est vraiment inspirante. Chers auditeurs, si vous avez envie de transformer ces conseils en actions concrètes, le canapé de Franciane Lison est ouvert à que vos camps. N'hésitez pas à contacter pour un accompagnement personnalisé. Toutes ces coordonnées seront disponibles dans la description de cet épisode. Et pour notre note de fin, oublions la pression du maigrir à tout prix et retenons plutôt que la victoire, c'est de trouver l'équilibre qui nous permet de nous sentir bien dans nos baskets et sur notre canapé. Je vous invite à partager vos témoignages et vos petites victoires en commentaire. Abonnez-vous, partagez Côté Canap et on se retrouve très vite pour un nouvel échange enrichissant. D'ici là, portez-vous bien.